Monsieur le Président, j'espère que nous allons quand même prendre le temps parce que, contrairement à ce qu'a annoncé Monsieur Collignon, il n'y a pas eu évidemment de vote du DOB. Ça ne se vote pas, c'était une discussion. Et aujourd'hui, on va figer dans le marbre ces décisions, ce budget. Alors, la première de mes remarques concerne les ratios d'information financière. Alors, quand je vois que la section fonctionnement, les dépenses de fonctionnement n'ont augmenté que de 0,73%, il y a lieu de se féliciter, encore que il faille comparer les dépenses réelles de fonctionnement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Je vous renvoie donc au ratio numéro 1 et 3, car c'est bien là qu'on peut mesurer les efforts qui sont faits dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement et surtout leur évolution d'un budget à l'autre. J'ai donc noté que la moyenne nationale de la strate pour des EPCI de population équivalente à la nôtre était de 85,82%, c'est-à-dire qu'elles dépensaient en fonctionnement 85% de leurs ressources. En 2016, vous proposez de dépenser pratiquement 95% de nos ressources. C'est énorme, mais ce qui est inquiétant, c'est que ce ratio est en augmentation. Il était à peu près de 94% en 2015. Donc, le satisfecit annoncé me laisse quand même un petit peu sceptique. J'aimerais avoir une réponse sur ces chiffres. Ensuite, le produit des impositions perçues par Sud-Sainte-Baume est de 25% supérieur à la moyenne de la strate. Il est alors difficile de se targuer, comme vous le faites, d'avoir une fiscalité parmi les plus basses. Vous prévoyez une augmentation d'impôts de 600 000 €, parallèlement à une baisse de la dotation d'État d'à peu près 600 000 €. C'est à nouveau un signal désastreux que vous envoyez à nos concitoyens. C'est le suivant: l'État et les contribuables doivent faire des efforts, mais nous, les élus locaux, nous ne sommes pas concernés. Comment s'étonner alors du rejet qui se manifeste chez une partie de plus en plus importante de l'électorat? Les ratios concernant la dette. Vous héritez d'une situation particulièrement saine que vous ont léguée les anciens présidents Jourdan et Tambon. Au 1er janvier 2016, l'encours de la dette est de 4 500 000 € et le fameux ratio, ce ratio qu'on calcule à partir du ratio numéro 5, mais qui n'est jamais présenté, alors que c'est un des premiers chiffres que n'importe quelle banque va vous demander lorsque vous allez solliciter un prêt, c'est celui de la durée théorique du désendettement. Il est actuellement extrêmement favorable, il est de moins de 2 ans. C'est difficile de faire mieux. Au 31 décembre 2016, si l'enveloppe de pratiquement 6 millions est réellement empruntée, c'est une hypothèse, si c'est moins, c'est moins, la durée approchera les 4 ans. Et enfin, si on se fie à vos prévisions, la dette sera de l'ordre de 30 millions d'euros fin 2019 et la durée théorique de désendettement atteindra des seuils inquiétants en dépassant les 12 ans. Elle approcherait les 13 ans. Or, on sait que dépasser le seuil de 10 ans, c'est priver la collectivité de pouvoir faire face à de nouveaux défis et lui ôter sa marge de manœuvre pour l'avenir. Il est donc impératif d'agir sur les 2 leviers disponibles. 1. Améliorer l'épargne brute et 2. Être davantage sélectif dans les investissements.
Donc, puisqu'on arrive, on arrive aux investissements, j'ai quelques questions à poser, notamment en ce qui concerne la commune du Bossé. La DOB faisait état d'une somme pour études de 250 000 € pour une nouvelle route ou un doublement de la route entre Sainte-Anne-d'Evenos et le Bossé. Alors que je vous demandais des explications, quand vous voulez. Hein. Je pense quand même qu'il faut demander des précisions tout en vous écoutant. C'est leur côté féminin. Oui. Napoléon pouvait faire les deux. C'est pas tout le monde, mais tout le monde n'est pas Napoléon. Alors, une somme de 250 000 € donc était prévue pour cette nouvelle route entre Sainte-Anne-d'Evenos et le Bossé. Alors que je vous demandais des explications, Monsieur le Président, vous m'avez renvoyé vers le maire du Bossé, qui était le décideur avec sa collègue d'Evenos. Ça tombe bien, il est ici présent, je peux donc le citer alors que je lui demandais des explications. Donc, de mémoire, ce n'est pas moi, je n'ai même pas les études, mais rassure-toi, on ne fera pas n'importe quoi. Un peu court. Ma question est donc, à quoi correspondent ces 400 000 €? Est-ce un cumul ou un remplacement des 250 000 € initialement prévus? Et surtout, quel est exactement le projet commandé au bureau d'études? On n'a jamais les études, ni ce qui est commandé dans ces études. Je vous rappelle au passage, Monsieur le Président, que ce sont les citoyens qui paient ces études et qu'ils ont le droit de savoir. Toujours pour le Bossé. Donc on est bien d'accord, je vais jusqu'au bout, n'est-ce pas? Donc toujours pour le Bossé, l'étude des casernes était prévue pour 100 000 €. Étude évidemment qui ne nous a jamais été communiquée, et maintenant ça devient 1 million d'euros. Donc on peut légitimement supposer qu'il ne s'agit plus d'études, mais bien de travaux. Alors j'en profite pour saluer la transparence de la communication, car les Bossétans ne sont au courant de rien. Alors, vous savez, j'ai un groupe de travail qui m'aide à préparer tout ça, et dedans, il y a des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise m'ont dit, c'est pas possible, tu dois te tromper, on ne te croit pas, parce qu'ils m'ont demandé, c'est quoi ces casernes? Alors j'ai dit, ben, les casernes, on va nous demander de voter 1 million d'euros, mais on ne sait pas où c'est. On ne sait pas combien ça coûte, et on ne sait pas qui va payer, quel est le plan de financement. Ils m'ont dit c'est pas possible. Alors j'espère qu'en montrant vos réponses, ils vont à nouveau avoir confiance en moi, parce que ça défie l'imagination. J'ai terminé. Qui souhaite prendre la parole? Allez. Tout d'abord, Monsieur le Président, nous nous rangeons à ce que vient de dire M. Friedler. Je ne vais pas le paraphraser. Je ne vais pas non plus redire ce que j'avais dit lors du débat d'orientation budgétaire. Néanmoins, marquer quelques axes forts de ce budget, c'est déjà encore et toujours des hausses d'impôts locaux. Certes, vous allez me dire, elles sont modérées, 1%, 2%, si on rajoute bien sûr l'augmentation votée par le Parlement, c'est-à-dire les députés et nos sénateurs. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, après une hausse quand même phénoménale de l'année dernière, en 2015 de 18%, bon là vous augmentez pas, il ne faut pas oublier non plus la hausse de 18% de l'année dernière. Effectivement, la dotation diminue donc de 600 000 €, nous avons un prélèvement de l'État qui est compensé, c'est vrai que c'est le jeu arithmétique, mais par l'assiette de l'impôt. C'est donc assez curieux, effectivement, M. Friedler a eu raison de le signaler. Concernant donc la politique des travaux, là encore, je manque de transparence, aucune communication sur le choix qui a été opéré par les membres du bureau. Est-il d'intérêt communautaire de construire une caserne de pompiers, une caserne de gendarmerie? N'est-ce pas aux contribuables du SDIS, c'est-à-dire du conseil départemental ou du ministère de l'Intérieur pour la gendarmerie, à supporter les travaux? Alors, en fait, on ne sait rien. C'est-à-dire on aimerait bien savoir quel est le financement que va mettre Sud Sainte-Baume dans ces deux projets.
Combien? Quel est le plan de financement, comme a appuyé M. Édouard Frieder? Aujourd'hui, vous nous demandez un quitus, c'est-à-dire un vote, sur quelque chose où on nous dit c'est 1 million d'euros, mais ça a été beaucoup moins il y a encore quelques semaines. On ne sait rien, on discute de rien, vous décidez pour nous, il n'y a aucun débat, aucun débat sur le choix des investissements. Alors vous allez vous retrancher, oui, on a fait un DOB, mais c'est une présentation passive de M. Collignon, à la suite de laquelle nous prenons chacun la parole, et finalement on prêche dans le désert, puisque quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on n'obtient jamais satisfaction sur au moins nos demandes d'information. Donc effectivement, ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir le plan de financement concernant les deux casernes de pompiers. C'est quand même important de savoir, pompiers et gendarmerie, savoir exactement quelle est l'emprise financière que va supporter notre communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires? C'est important à savoir. Qui va mettre de l'argent dans ces deux constructions? Concernant aussi la vidéoprotection, j'aimerais savoir ce qui est prévu de manière détaillée. C'est inscrit dans notre synthèse. J'aimerais savoir un petit peu ce qui est prévu pour le sud de Saint-Étienne. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Dit au niveau des détails des questions à poser, et juste pour le public, parce que bon, au sein du Conseil, ce que nous faisons dans l'opposition intéresse peu les personnes. C'est surtout pour le public que je vais essayer de synthétiser, de simplifier au maximum. C'est qu'aujourd'hui, l'État a diminué l'aide, ce qu'on appelle DGF, a diminué de 600 000 €. En tant que ménagère ou père de famille, le premier réflexe, ça serait quoi? Ça serait de faire une économie de 600 000 € si on veut anticiper, si on est vraiment au service du peuple, si on est vraiment on est conscient de cela et qu'on veut... et le premier réflexe, donc, c'est de diminuer les dépenses. Dans les écritures, pour simplifier, il y a la section fonctionnement et investissement. Et dans chaque section, il y a les dépenses et les recettes. Donc, où est-ce que nous attendons des efforts de nos élus, qui sont très nombreux? Il faut savoir qu'en France, nous avons autant d'élus et de mandats qu'aux États-Unis d'Amérique réunis. Donc, on n'avait pas fini de payer tout ceci. Et le but de ces strates, c'était de faire des économies, des mutualisations. Or, là où nous aurions pu jouer, c'est dans les dépenses de fonctionnement. Et si vous regardez bien, il y a une diminution qui est totalement factice. C'est juste un jeu d'écriture pour le virement à la section d'investissement. Mais sinon, si vous regardez, toutes les lignes sont en hausse, ce qui n'était pas le but de départ de ces différentes strates qui vont se superposer si nous n'arrêtons pas jusqu'à l'infini. Donc non seulement nous n'avons pas fait les 600 000 € d'économie, mais en sus, nous avons augmenté dans la réalité. Ce qui fait peur, c'est que les dépenses ont augmenté. Voilà, voilà ce que je vous dis. Oui, les questions, Monsieur le Président, juste pour avoir une information. Monsieur Collignon nous fait part d'une probable diminution, c'est hypothétique, hein, de l'État. J'aimerais que vous me donniez, si possible, un probable chiffre sur l'excédent qu'on va trouver fin 2015. On est en Windows 10 maintenant, donc même si on n'a pas les dernières factures, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner un excédent ou un déficit, hein, monsieur, sur l'exercice 2015, que je vois que vous affectez 2 350 000 € à l'investissement et que vous prévoyez un emprunt de 5 933 000 €. Il nous manque une inconnue qui est importante, qui est le résultat de 2015. Donc à quelques centaines de milliers d'euros, est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui un chiffre? Merci. Il y a d'autres questions?
Je vais essayer de ne pas redire ce qu'a dit M. Collignon, parce que quelquefois, en écoutant les remarques et les questions posées, je me suis dit il n'a pas dû être entendu et sûrement pas écouté. Comme quoi, des fois, il y a des personnes qui veulent paraître attentives, qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas. Je vais simplement rappeler des petites choses assez rapidement. Sur la vidéoprotection, nous avions choisi, je vous le rappelle, hein, ça a été dit et redit ici, nous avions choisi un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, pour monter un dossier de vidéo à l'entrée de l'Interco et aussi plus particulièrement ciblé par ailleurs sur la zone de signe, un système de vidéosurveillance et de vidéoprotection qui serait relié aux gendarmeries au pluriel et au commissariat au singulier de l'intercommunalité, et ce système ayant pour vocation de comparer les numéros minéralogiques des voitures entrant et sortant, mais surtout entrant dans l'interco, de les comparer à un fichier des voitures volées. C'est pour ça donc que ces caméras ne pourraient renvoyer les images que vers les postes de police et de gendarmerie nationale. Donc, il se trouve que l'AMO que nous avons choisi, il fait faillite. Il faillit à sa mission et que donc nous cherchons un nouvel intervenant pour nous aider à monter ce dossier technique et que j'espère que dans l'année, nous arriverons non seulement à avoir l'intervenant, mais aussi à pouvoir lancer le marché en partenariat avec l'État, c'est-à-dire la gendarmerie et la police nationale. Ce sont des équipements qui sont de nature à aider ces services à mieux fonctionner. Donc, vous pouvez me dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément la mission d'une intercommunalité de faire ceci ou de faire cela, en l'occurrence une caserne de pompiers ou une caserne de gendarmerie. Quand on voit l'état de la caserne de pompiers ou le centre secours du Bossé et la gendarmerie du Bossé, il y a de quoi avoir honte. Et j'aurais beaucoup plus honte si nous ne faisions rien que je ne pourrais avoir un quelconque instant honte des indemnités que perçoivent les élus. Parce qu'on peut gesticuler ici ou là sur ce que touchent les élus. Je note que ceux qui disent ça lorsqu'ils sont élus, ils prennent leurs indemnités et il n'en faut cadeau à personne. Donc, certains font des réductions, enfin chacun fait son petit numéro ici ou là, mais peu importe. Le problème, il n'est pas là. Ici, nous sommes pour essayer d'aller au-devant des attentes des administrés, des besoins des services qui sont au service des administrés. Et donc, vous n'avez pas d'informations supplémentaires sur les deux casernes pour une raison très simple. C'est que nous sommes dans une étude de faisabilité pour savoir d'abord si ça rentre sur les terrains envisagés. Il faut savoir d'abord si le président du Conseil général consentait à céder le terrain d'une façon ou d'une autre, et que donc tout cela demande beaucoup de temps et beaucoup de patience, et que donc nous allons, l'étape suivante, lorsque nous aurons cette étude de faisabilité, sera de voir avec les services d'incendie et avec les services de la gendarmerie comment cela peut s'organiser. Je pense que ce sont les premiers concernés. Je pense que tout le monde est d'accord sur la nécessité des deux casernes. Et donc, lorsque ceux-là auront validé l'esprit, la forme du projet, je suppose que pour ce qui est du Bossé, le maire du Bossé, ce fera un plaisir et une fierté de vous en faire part. Vous allez me dire, ah, vous n'avez pas répondu à la question du financement. J'ai demandé au bureau d'études qui fait la faisabilité de préparer pour l'étape suivante, donc lorsque les choses seront validées, de lancer une consultation qui s'appelle un dialogue compétitif. C'est à l'issue de ce dialogue compétitif, lorsque nous aurons examiné les différentes candidatures, que nous saurons quelle est la part réservée aux uns et aux autres, et nous solliciterons bien entendu tous ceux qui peuvent y participer, afin que cela soit le plus efficace possible pour la ville du Bossé d'abord et pour l'intercommunalité ensuite. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas un problème de manque de transparence,
Vous savez, c'est très compliqué. Je pourrais vous citer des dizaines de dossiers où il a fallu des dizaines d'années, voire presque des demi-siècles, pour arriver à les sortir. Donc, sachez qu'il n'y a rien de mystérieux. Vous pouvez prendre le cas de Saint-Cyr. La sollicitation du maire de Saint-Cyr, c'est d'avoir un parking proche de la gare. C'est tout à fait légitime. Mais il y a Réseau Ferré de France, il y a la SNCF, il y a Pierre-Paul et Jacques. Tout cela est extrêmement compliqué malgré les réunions de travail qui ont lieu entre les services de l'Interco et ceux de la commune. Et que donc, c'est simplement des inscriptions budgétaires qui doivent nous permettre, au cas où les dossiers avanceraient plus vite que prévu, d'avoir des moyens d'y répondre. C'est d'ailleurs pour ça que M. Collignon vous a dit oui, il y a une enveloppe d'emprunt qui est inscrite, mais vraisemblablement elle sera inférieure, parce que je serais surpris, parce que nous sommes à l'intercommunalité, ça avance plus vite que dans la commune ou dans le département. Je parle de commune et de département, puisque c'est deux entités que je connais plutôt bien. Et donc, on pourrait prendre dans un autre domaine, qui ne nous concerne pas directement, mais le collège de Bandol, depuis qu'on y est dessus, on pourrait prendre l'échangeur autoroutier. Ça fait juste 25 ans que je suis dessus. Et vous savez, dans mes commissions budgétaires, pendant longtemps, j'ai mis des crédits, puis je les ai enlevés, puis je les ai remis, puis je les ai enlevés, au gré des espérances de réalisation des projets. Et donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de mystérieux, puisque tout est obligé, tout doit passer devant cette assemblée, et en particulier les choses dont seront suivies de réalisation. Et évidemment, on ne va pas faire des centaines de milliers d'euros d'études pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, la voie du Beausset, entre Menos et le Beausset. Vous savez, je pense que ce serait un peu stupide d'engager des centaines de milliers d'euros d'études, pour une voie d'ailleurs qui ne le mériterait pas, même si c'est la plus belle des voies réalisées, dans la mesure où si nous avions des centaines de milliers d'euros d'études, ça voudrait dire que nous aurions des dizaines de millions d'euros de travaux, ce qui n'est pas à notre portée. Et donc, sur toutes ces choses-là, sachez qu'il n'y a aucun mystère. Je comprends votre impatience. Vous ne croyez pas que nous serions, nous aussi, tous les maires ici présents, tous les élus ici présents, nous serions... Est-ce que vous pouvez imaginer que nous ne serions pas impatients de présenter des projets et surtout de les voir commencer? Vous savez, la vie publique m'a appris à prendre de la patience. Donc, ne croyez pas du tout qu'il y a un mystère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous cache sur les casernes de pompiers ou de gendarmerie? Franchement, sur l'élargissement du route. Vous savez, mais j'entends bien, il y a des gens très tordus qui voient un complot derrière chaque chose. Mais ils ne sont pas forcément opposés ou cassés. Donc, J'ai l'impression d'entendre Jean-Paul II quand je vous entends. eh bien écoutez, monsieur, vous devriez dire de plus souvent Jean-Paul II. Et qu'est-ce que vous en savez des lectures? Eh bien écoutez, il y en a moins une que je vous invite à prendre, à lire. Vous allez sur Internet et vous tapez « Discours du pape à la curie romaine, décembre 2014 ». Et vous supprimez la partie religieuse et vous verrez que le pape, il a les mêmes emmerdements que le président d'une communauté d'agglomération ou le maire de nos communes, avec ses services. Attendez, monsieur, permettez-moi. Alors, non, mais je finis, vous ne m'interrompez pas, je vous ai laissé parler, vous êtes gentil. Donc, et pour finir... Vous avez répondu quand je vous ai appelé Jean-Paul II, hein, mais bon. Mais ça ne me gêne pas du tout. Mais Ça ne me gêne pas du tout. Je préfère qu'on me compare à Jean-Paul II qu'à d'autres. Bien qu'on me compare à d'autres aussi, je vous rassure. La dernière fois, c'était à Hugo Chavez, c'est vous dire, si les gens ont de l'imagination. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'an dernier, nous avons augmenté les ordures ménagères de 18% pour reprendre le chiffre qui m'a été annoncé. Je dois quand même rappeler que ce chapitre était en déficit d'1 200 000 €. Et que si cette année, nous n'avons pas augmenté de nouveau, c'est qu'on a fait un certain nombre d'efforts pour arriver à faire en sorte de ne pas le faire et de combler le déficit en faisant des économies. Parce que, vous savez, chaque fois qu'un élu fait des économies, pour le peu qu'il ait dessous de jugeote, dessous, hein, pas beaucoup, hein, dessous de jugeote, ça lui permet de faire autre chose. Et vous imaginez bien que si on nous enlevait 600 000 €
d'un côté, qu'on nous a collé des compétences supplémentaires, des charges supplémentaires, et qu'on n'augmente que de 600 000 € les impôts, c'est qu'on a dû faire aussi des économies. Il faudrait vraiment être le dernier des incapables pour ne pas faire une chose pareille. Mais, j'en conviens, à droite comme à gauche, il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais ils se font de plus en plus rares, surtout par les temps qui courent. Parce que tout élu normalement constitué, il n'éprouve aucun plaisir, sauf à être complètement cinglé, à augmenter les impôts. Je parle sous le contrôle d'élus qui ne sont pas forcément du même bord que moi, qui ne sont pas forcément dans la même commune. Vous savez, c'est jamais un plaisir. Voilà donc ce que je voulais dire en réponse à vos questions. Sur l'année qui vient, bien entendu, il va falloir essayer de faire avancer ces dossiers d'investissement. Parce que, d'abord, les communes en ont besoin. Ensuite, les entreprises en ont besoin. Et que si les collectivités publiques, qui représentent 70% de l'investissement, arrêtent d'investir, eh bien, nous irons à la catastrophe. Et quand je lis dans la presse les interviews des maires de l'Ouest, je ne vais pas chercher loin, je constate que toutes tendances confondues, ils en sont arrivés tous à la même conclusion. Il faut investir parce que sinon, ça va aggraver les difficultés des entreprises, ça va aggraver le chômage. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas simplement l'investissement matériel. Il y a l'investissement qu'on fait dans la jeunesse. Et vous ne pouvez pas nous reprocher aujourd'hui, ou alors il faut le dire clairement et à haute voix et à intelligible voix, vous ne pouvez pas nous reprocher aujourd'hui d'avoir investi les sommes que nous avons investies auprès des jeunes, que ce soit dans l'école du développement durable, que ce soit dans les nouvelles technologies, parce que notre mission aussi, c'est de préparer ces jeunes à affronter les difficultés qui se préparent et qui s'annoncent devant eux. Et que donc, ce que nous le faisons dans l'intérêt des citoyens. C'est pas tout de faire des discours en disant il faut placer le citoyen au centre de nos préoccupations. Oui, quand les enfants de l'Interco font du développement durable, on les place au centre de nos préoccupations. Et quand ils sont dotés de tous les moyens informatiques, avec leurs enseignants, quand chaque enseignant a un portable, quand chaque classe a un tableau numérique, quand chaque élève a une tablette, oui, nous le plaçons au centre de nos préoccupations. Et là, vous pouvez me dire que Jean-Paul Neul l'a dit, ou même le pape François, ça me fait du chaud et froid. Aujourd'hui, c'est Ferdinand qui vous le dit.